Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom. Aujourd'hui en compagnie de Rémi Tel. Bonjour Rémi. Bonjour Pierre. Rémi, vous êtes essayiste et journaliste à TV Liberté. Vous avez déjà publié plusieurs ouvrages, Vaincre le Covidisme, Paroles révoltées et la chute de Prométhée. Votre dernier ouvrage en date, le voici, À l'encre du néant, édité aux éditions du Verbe Haut, à retrouver comme d'habitude sur la boutique de TV Liberté. Alors Rémi Tel, vous citez un passage de Simone Veil dans son ouvrage de 1934, Réflexion sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale. Simone Veil dit ceci: « Jamais les hommes n'ont été plus incapables de soumettre leurs actions à leurs pensées, mais même de penser. » Alors, Rémi Tel, qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce que ce passage est, selon vous, toujours d'actualité? Oui, car la particularité du moment présent, justement, est de ne pas comprendre ce qui nous arrive. Le champ semble miné de toutes parts. Un jour, c'est la guerre, la veille, c'était le Covid, le lendemain, des ruptures éthiques inédites ou anthropologiques. Et nous nous sommes un peu perdus dans ce monde. Et ce que j'ai tenté de faire modestement à travers ce travail, c'est de rassembler les pièces du puzzle, de déterminer ou d'identifier plutôt quelle était la trame de fond. Et il me semble que nous assistons en fait à l'emballement de la société des machines, au stade terminal de la modernité, pour le dire autrement, avec cette forme d'insécurité permanente, tous azimuts, cette incapacité que nous avons à nous projeter dans une vie à moyen terme, et donc l'angoisse aussi, et la tentation à la fin de célébrer le néant. Vous vous adressez à la jeunesse dans votre ouvrage. Rémi, vous dites que pour sauver ce qui lui reste à vivre, cette jeunesse doit harceler l'oligarchie sans se contenter des mots, avec les armes du corps et de l'esprit. Alors, c'est quoi selon vous ces armes? Celle de l'esprit d'abord, parce qu'on ne peut pas aller dans la bonne direction si la pièce reste dans l'ombre. Il faut donc allumer la lumière, comprendre ce qui nous arrive, cesser peut-être de perdre du temps sur ce qui relève des conséquences et viser plutôt les causes. Et c'est pour ça que j'en reviens, moi, à cette réflexion sur la société technicienne, d'une certaine façon, qui me semble être au cœur depuis la Révolution française, et même avant la Révolution française, puisqu'elle la précipite de l'enfer un petit peu contemporain. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, évidemment, de nous organiser pour transformer cette révolte intérieure, cette insurrection des esprits, en offre politique alternative, et pour permettre de changer justement d'époque. Pour changer d'époque, il faut d'abord l'avoir pensé. Ce travail avec des centaines d'autres avant lui, d'auteurs bien plus illustres que moi, j'espère, permettra d'y contribuer. Et vous citez Gunther Anders qui dit ceci: « Il faut échapper à la bonne conscience de l'absence de conscience. » Oui, justement, et beaucoup de nos concitoyens sont tentés au milieu du chaos ambiant de raccrocher les crampons un peu, de vivre chacun son quant à soi, sa vie professionnelle, sa vie familiale, et de délaisser complètement les affaires du monde. Ou même de fliquer sa propre réflexion. Complètement. Ou effectivement, il y a soit l'option du déni, soit celle de l'autocensure, avec l'espoir de retrouver une forme de confort mental. Mais cette société nous rattrape toujours, et ceux qui ont tenté pendant l'expérience du Covid, par exemple, de faire comme si cela ne les concernait pas, ont fini par être obligatoirement concernés, touchés par cette politique. Donc je crois que les fuites sont toujours temporaires. Et regarder la vérité en face, c'est douloureux, mais c'est indispensable pour aller de l'avant. Vous dites ceci, Rémi Tel: « Jamais la victoire de la France n'a été celle d'une seule force politique. » Alors, vous pensez à une alliance entre patriotes et membres de la gauche radicale. Quel serait le message que vous adresseriez à ces personnes, membres de la gauche radicale? Ces mots ont été écrits au moment des insurrections lors de la réforme des retraites. Ce que je voulais dire alors, c'est que le drapeau français symbolise d'une certaine façon l'union des contraires. Je ne m'adresse pas à n'importe quelle gauche, la gauche woke, la gauche dégénérée d'une certaine façon, non seulement ne m'intéresse pas, mais le seul temps que je lui consacre vise plutôt à la combattre. En revanche, il existe une gauche anti-néolibérale
avec laquelle on peut se retrouver sur un certain nombre de sujets, une politique de paix, une certaine vision de l'homme aussi, qui retrouve sa place dans le monde. Et donc cette gauche-là, je l'invite à avoir un peu de courage et à dépasser les étiquettes. Qui incarne cette gauche aujourd'hui, selon vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un une comme François Ruffin, par exemple, je trouve, incarne une gauche qui me semble être fidèle en réalité à ses propres valeurs. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, avant 2017, était dans cette gauche dont vous nous parlez? En partie. Avant de rejoindre les indigénistes? En partie, il a été plutôt l'héritier d'une gauche classique, à la Jaurès, d'une certaine façon, et puis s'est converti au fur et à mesure à l'idéologie woke, avec aussi, faut le dire, cette espèce de fond républicaniste quasiment forcené, cet anticléricalisme, sauf quand il s'agit évidemment de l'islam. Donc, oui, quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, je crois que des gens tels que nous n'ont plus rien à faire avec lui. En revanche, regardez comme François Ruffin s'est opposé, par exemple, à l'instauration du pass sanitaire, puis du pass vaccinal, dénonce la GPA comme un esclavage. Ce serait dommage que ces forces, au moins vu l'urgence de la situation, ne puissent pas à un moment s'additionner. Vous expliquez que face aux mutilations faites aux gilets jaunes, face à l'apartheid sanitaire et l'injection forcée, une minorité grandissante a refusé le déshonneur. Sans elle, dites-vous, la France serait devenue une contrée zombie. Est-ce que vous pensez vraiment que de simples citoyens aient pu mettre des bâtons dans les roues de ceux qui nous dirigent? Deux choses, Pierre. La première, ne nous trompons pas sur l'objectif véritable qui était celui, par exemple, des manifestations contre l'apartheid sanitaire. L'objectif, me semble-t-il, c'était qu'on ne puisse jamais dire que l'ensemble du peuple français s'était soumis à cette politique-là. En d'autres termes, de conserver une part d'honneur pour la France, même si ça peut sembler peut-être un peu présomptueux de le présenter ainsi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que regardez l'état d'angoisse dans lequel se trouve aujourd'hui le pouvoir. À quelques mois des Jeux Olympiques, on nous annonce des mesures de restriction de liberté quasiment inédites, même quand on comprend la période du Covid. Pourquoi ? Pour le déroulement paisible d'une manifestation sportive. C'est quand même le signe d'un état de très très grande fébrilité de la part de l'oligarchie mondialiste, qui n'est que l'expression politique de la société des machines, et donc la preuve d'une certaine façon qu'on a réussi à instiller un doute dans l'esprit des Français. Et vous dites aussi qu'aucune aventure collective ne pourra se faire sans une solide assise financière. Mais cette assise financière est le moyen qu'utilisent les adversaires du camp patriote pour parvenir à leur fin. Alors est-ce qu'il faut, in fine, utiliser les mêmes armes que nos adversaires? Nous sommes armés spirituellement, c'est certain. Mais ici, tout le monde est armé spirituellement, selon vous? En tout cas, la famille de pensée que nous représentons. Dans le monde d'ici-bas, on n'a pas d'autre choix que d'être armé aussi financièrement. Et c'est la condition qui permet d'organiser des rassemblements, de promouvoir des idées, de trouver des solutions alternatives au système lorsque celui-ci vous chasse, de maisons d'édition ou de plateaux de télévision. C'est aussi ce que TVL a fait. Et donc oui, il y a besoin de moyens pour ça. Et on ne peut pas se contenter d'une certaine façon d'être des poètes, si j'ose dire. Il faut aussi rentrer dans le dur. Et pour le moment, on n'y est pas complètement parvenu. Je ne prétends pas d'ailleurs moi-même avoir fait quoi que ce soit en ce sens. Mais ce que je constate, c'est qu'on a une vraie réussite sur la circulation des idées alternatives par des maisons d'édition, par des médias alternatifs. Mais sur la concrétisation politique, là, il reste encore beaucoup à faire. Et les Français attendent. Le temps est compté pour la France. Vous êtes radical dans votre critique du progressisme. Vous dites ceci, qu'il est d'essence satanique. Alors, comment feriez-vous comprendre cette notion à des gens qui sont totalement dénués de concepts spirituels? Sont-ils heureux dans la France d'aujourd'hui ?
dans celle où on ne sait pas si demain il faudra partir pour la Troisième Guerre mondiale, si on nous retirera nos enfants parce qu'on aura refusé qu'ils deviennent transgenres, si la culture française sera grand remplacée par d'autres cultures. La seule bonne conscience dans ce cas-là, pour en revenir à la phrase d'Anders que vous citiez, c'est l'absence de conscience et c'est une forme de déni. Et donc il me semble que les Français, même ceux qui adhèrent au discours officiel, au fond d'eux-mêmes, sentent très bien qu'une période est en train de prendre fin. Vous connaissez aussi sans doute ce mot d'Antonio Gramsci, le vieux monde se meurt, le nouveau monde n'est pas encore advenu et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Ben voilà, nous sommes aujourd'hui face aux monstres, plus personne ne peut l'ignorer. Quant à ceux qui l'ignorent, à la limite, tant pis pour eux. Les majorités ne font pas l'histoire. Ou qu'ils méprisent d'ailleurs. Exactement, ou qu'ils le méprisent. Les majorités ne font pas l'histoire, et donc tâche à nous de travailler doublement pour compenser aussi les manques issus de ceux qui ne veulent pas voir. Vous dénoncez un scénario otanesque dont l'objectif, dites-vous, serait de justifier l'effondrement économique. Alors, en quoi consiste la rhétorique de ce scénario ? Je crois qu'il y a une vraie manœuvre de diversion sur différents plans pour cacher justement ce stade terminal de la modernité, cet emballement, effondrement de la société des machines. On peut considérer que le Covid a été une forme de diversion. On peut considérer que les crimes commis durant le Covid ont vocation, en tout cas pour l'oligarchie, à être oubliés par la focalisation de l'attention publique sur d'autres sujets. Il y a eu cette histoire de plus d'électricité dans les foyers, la guerre en Ukraine, maintenant la guerre au Proche et au Moyen-Orient. Donc oui, on organise la sidération parce que c'est la sidération qui permet l'oubli, et c'est cet oubli qui permet aux masses, en réalité, de détourner la haine qu'ils ressentent instinctivement pour ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Avec cette guerre en Ukraine que vous évoquez, vous admettez qu'en patriote, vous préférez le parti russe contre la diplomatie française. On voit ce qu'elle est devenue, la diplomatie française, avec le nouveau ministre des Affaires étrangères. Comment est-ce que vous motivez, au fond, ce rejet de la gouvernance élyséenne ? Déjà sur la forme. On est passé de Tocqueville, Chateaubriand, Talleyrand, à l'analphabète Stéphane Séjourné. Mais c'est une forme qu'en dit long aussi sur le fond. Emmanuel Macron déteste la France. L'une des singularités de notre pays, c'est que c'est un pays qui se confond avec l'espace monde. Nous sommes présents sur tous les continents et sur presque toutes les surfaces maritimes du monde. Et donc il était naturel, nous avions le deuxième réseau diplomatique à l'échelle internationale, il était naturel qu'une politique de destruction de la France s'accompagne du démantèlement de son réseau diplomatique et d'une forme d'abêtissement de ceux qui incarnent notre pays auprès de l'étranger. Dans le cas spécifique du conflit opposant l'OTAN à la Russie en Ukraine, mon propos revient à dire que notre intérêt ne se trouve certainement pas à Kiev, certainement pas auprès de ceux qui ont pris le pouvoir en 2014 à Kiev. Et du reste, il y a une tradition d'amitié longue entre la France et la Russie. Il y a un intérêt stratégique pour la France à maintenir des relations renouées, aujourd'hui des relations harmonieuses avec l'État russe. Il ne s'agit pas de soumission, mais plutôt d'un rapport que j'envisage comme étant celui de gagnant-gagnant, d'égal à égal. Et je crois que ce sera la tâche un peu de notre génération que de retisser le lien qui a été si dramatiquement coupé par les forces de l'OTAN. En étant complètement honnête, au départ, Emmanuel Macron a tenté quelque chose. Il a souhaité maintenir le dialogue avec Vladimir Poutine. Au-delà des discours très belliqueux, l'envoi d'armes françaises à l'Ukraine restait quand même assez marginal. Mais il semble qu'il veuille se sauver lui-même aussi politiquement par cette fuite en avant guerrière. Et personne ne sait où tout cela nous conduira. Je crois que nos dirigeants jouent à la guerre, un peu comme des enfants, et avec beaucoup de légèreté. J'espère que la voie de la paix ne sera pas complètement étouffée.
Autre foyer de tension qui a explosé récemment, le conflit entre Israël et le Hamas. Vous dites que les opposants au système, certains dans la dissidence, on va dire, dans leur opposition à la gouvernance Macron, sautent à pieds joints, dites-vous, dans un piège. En quoi consiste alors ce piège ? Le piège de la diversion. Encore une fois, je constate qu'on agite beaucoup de hochets devant nos têtes en permanence. On a cité quelques-uns sur le Covid, sur l'Ukraine, sur la crise de l'énergie, sur la crise de la dette. Maintenant, on parle matin, midi et soir de l'ensauvagement de la jeunesse. Ne tombons pas dans le piège en permanence. Conservons le cap qui est le nôtre. Et me semble-t-il, ce cap, c'est celui d'une défaite, comme le dit Emmanuel Todd, d'une défaite de l'Occident, d'une défaite de la modernité. Et toute l'énergie que nous utilisons pour nous émouvoir de drames qui sont bien véritables, bien authentiques et bien injustes, mais qui se déroulent à des milliers de kilomètres et qui n'ont pas d'influence directe sur la vie de la France, eh bien nous épuisent. En fait, tout simplement. Et le risque, c'est aussi que la multiplication des motifs d'indignation finisse par nous rendre inaptes au combat. Il y a déjà tant à faire ici. Regardez ces dernières semaines dans notre pays, à nouveau, le projet de légalisation de l'euthanasie, l'inscription de l'avortement dans la Constitution, le démantèlement du réseau diplomatique français. Notre énergie pourrait être 100 fois multipliée, qu'elle ne serait pas encore suffisante à traiter les raisons légitimes de s'indigner pour ce qui se passe en France. Ne perdons pas de temps avec ce qui se joue à l'étranger. Oui, sur les conséquences de ce conflit en Occident, on entend certains nous dire que c'est Israël le défenseur de l'Occident, la base avancée de l'Occident. Vous réfutez cela ? Complètement. Et je pense que ce sont les idiots utiles, en réalité, de ces forces de l'OTAN, ces forces de l'Empire, on pourrait les qualifier comme ça. Et de fait, on a beaucoup parlé pendant des années du risque d'importation du conflit israélo-palestinien en France, pointant plutôt la partie pro-palestinienne. La partie pro-israélienne aussi, aujourd'hui, tente d'importer ce conflit chez nous et d'en faire une cause qui serait nôtre. Or, ce n'est absolument pas le cas. Je crois que c'est un affrontement qui est un peu insoluble. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est prisé par l'oligarchie mondialiste, parce qu'il n'y a pas de solution. Et parce que, quelle que soit la période à laquelle on remonte, on a du mal à trouver qui est le premier coupable. Et donc oui, quand une partie de la droite dite nationale parle plus du drame d'Israël que des drames quotidiens qui se jouent en France, je m'interroge. Vous nous aviez accordé il y a quelques mois une interview au sujet de l'euthanasie. Vous évoquez aussi ce thème dans votre ouvrage. Rémi Tel, justement, les promoteurs de l'euthanasie invoquent souvent la dignité et la liberté face à la souffrance. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Qu'ils sont les idiots utiles, à nouveau, de cette société des modernes, société des machines. Ça a été révélé il y a quelques heures encore. On sait que les mutuelles ont beaucoup de mal à rembourser les soins de fin de vie parce que ces soins coûtent très cher. Et les mutuelles militent activement aux côtés d'associations comme l'Association pour le droit de mourir dans la dignité depuis des années. Vous évoquez 200 000 Français privés chaque année de soins palliatifs. C'est ça la cause. C'est ça, 500 Français par jour qui auraient besoin de soins palliatifs, mais qui en sont privés, des soins soulageant les souffrances physiques, les souffrances psychiques. C'est l'accompagnement de la vie, et la vie, c'est un début, un milieu et une fin. On ne peut pas éviter cela. Et au fond, cette vision politique qui n'est que l'enfant d'un impératif économique, celui de remplacer les individus une fois qu'ils ne servent plus le système, est une vision assez odieuse des choses et qui a réussi en plus à utiliser l'inversion accusatoire, c'est-à-dire que c'est aux gens comme moi, comme nous, aujourd'hui, de devoir se justifier, de refuser qu'on réponde à l'affaiblissement d'une fin de vie par l'administration de la mort, alors qu'il existe, encore une fois, des solutions pour accompagner dans de bonnes conditions les personnes qui quittent notre terre.
Alors vous vous attaquez aussi au transhumanisme que vous dénoncez à travers la société Neuralink. La société Neuralink, c'est celle d'Elon Musk qui travaille à l'élaboration d'une puce qui permettra une interaction entre le cerveau humain et la machine pour répondre, dit-on, à des usages médicaux. On nous promet déjà de rendre la vue aux aveugles. Vous pointez, vous, des dérives possibles. À quoi vous pensez ? Même pas des dérives, c'est un problème en tant que tel. C'est-à-dire que cette hybridation de l'homme et de la machine qu'organise Elon Musk, et c'est chose faite. Il y a quelques semaines, un premier individu a été un premier homme, c'est un jeune homme, a été neuroprothésé et il a été présenté aux caméras jouant aux jeux vidéo par la simple force de l'esprit. Elon Musk n'a aucun droit sur la nature humaine et il n'a absolument pas le droit de changer la condition de notre espèce et a fortiori en dehors de tout cadre démocratique. Or, c'est bien ce que les transhumanistes entendent faire. Il y aura toujours de bonnes raisons d'accepter les sauts transhumanistes, que ce soit effectivement pour rendre la vue aux aveugles, que ce soit pour favoriser l'égalité des chances à l'école, que ce soit pour protéger les enfants de mauvaises rencontres dans la rue, la surveillance, l'emprise des sociétés multinationales sur les corps trouvera toujours de bons prétextes, mais c'est à nous de le refuser, et ça fait effectivement quelques mois que j'alerte modestement, mais sur les projets d'Elon Musk, qui certes a rendu possible un espace de libre expression dans le monde occidental qui ne le souffrait plus sur X, cette plateforme sociale, mais qui dans le même temps organise la dénaturation de l'espèce humaine. Et je constate à nouveau, avec regret, une forme d'aveuglement dans nos rangs sur les projets de M. Musk pour l'humanité. Vous vous êtes intéressé aux travaux de Théodore Kaczynski. Élise Blaise, ma collègue, vous avez reçu à cette occasion Théodore Kaczynski. C'est ce terroriste américain, mathématicien de formation, activiste anarcho-écologiste. Il avait publié un ouvrage dont le titre est « La société industrielle et son avenir ». Il prophétisait ici dans son ouvrage que le monde technicien devrait nécessairement recourir aux manipulations psychologiques. Quelles sont ces manipulations psychologiques qu'il dénonce dans son ouvrage et que l'on peut voir dans le monde qui nous entoure ? Rapidement, Théodore Kaczynski nous explique que la politique n'a plus aucune importance dans le monde moderne, puisque la politique ne fait qu'adapter l'homme, sa vie, les conditions de son existence aux impératifs du système industriel, du système technologique. Moi, c'est une hypothèse à laquelle j'ai fini par me ranger. Et Bernanos disait « La société des machines est elle-même une machine ». Kaczynski pourrait compléter « Dans cette machine, l'homme fait figure de rouage. Et comme dans toute machine, pour que la machine fonctionne, il faut que le rouage soit parfaitement ajusté. Il ne peut pas y avoir de jeu. Et ce jeu, c'est la liberté humaine. Et la société moderne, qui vit aujourd'hui une crise parce qu'elle agit comme un dissolvant, elle agit comme un dissolvant sur les cultures, elle agit comme un dissolvant sur les habitudes économiques, etc. La société moderne utilise la condition humaine comme variable d'ajustement. Et comme elle crée des conditions intolérables pour l'homme, elle doit, afin de rendre ce monde, notre avenir encore possible, adapter l'homme à ces conditions par plusieurs leviers. La manipulation psychologique, c'est la propagande de masse qui naît notamment avec la Première Guerre mondiale. La manipulation biologique, considérer le nombre de Français consommant par exemple des antidépresseurs ou l'explosion de la consommation des drogues. La manipulation génétique, enfin. Et sur ce dernier point, peut-être que le Covid nous a donné quelques indices, mais la vision du transhumanisme, c'est celle-ci. Transhumanistes et antimodernistes s'accordent pour dire que l'état actuel des choses n'est plus tenable. Il y a trop de souffrance, tous azimuts. Il y a deux réponses face à ça. Soit on fait un pas de côté, soit on rend acceptable l'inacceptable. Et pour ça, il faut en passer par la manipulation de l'homme.
On terminera par ici, Rémy Tell, avec cette question. Vous dites que malgré ces faiblesses évidentes, il ne faut jamais désespérer du peuple français. Quels sont vos motifs d'espérance ? Il y a un décalage aujourd'hui absolument incroyable entre vraiment le pays légal et le pays réel. Il se trouve que j'ai parcouru un peu plus de 60 000 kilomètres sur les routes de France au cours de la dernière année et que j'ai vu partout des gens qui tiennent malgré la guerre qu'on mène contre eux. Beaucoup ont organisé une sorte de sécession mentale et maintiennent des savoir-faire, un art de vivre, des solidarités. Je crois que ces gens-là sont l'avenir de notre pays. Ils sont plus nombreux qu'on le croit, beaucoup plus nombreux qu'on ne les voit, en dehors de quelques rares médias comme TV Liberté, et qu'ils sont la ressource première sur laquelle nous devrons nous appuyer pour refaire un pays qui ne sera peut-être plus le phare d'antan, mais un pays dans lequel on puisse désirer élever des enfants et qui, pourquoi pas, un jour, inspirera de nouveau le monde. À l'encre du néant, excusez-moi Rémy Tell, c'est le titre de votre ouvrage édité aux éditions du Verbe Haut, à retrouver comme d'habitude sur la boutique de TVL. Merci à vous Rémy. Merci Pierre.